Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et dans la vérité en face jusqu'à 10h avec vos appels au 0826 300 300. On va parler éducation et laïcité. Comment redresser, comment réformer notre système éducatif face à tous ces problèmes de laïcité et d'obscurantisme. On en débat ce matin avec le linguiste Alain Bentolila qui vient de signer un superbe ouvrage, un essai manifeste qui s'appelle Pour une école de la résistance chez Odile Jacob. Bonjour. Bonjour madame. Et on en parle également avec Myriam Meyer, enseignante de lettres classiques dans un collège parisien, qui nous disait que vous aviez dévoré cet essai, que vous aviez d'ailleurs adoré. Oui. Alors juste avant de revenir sur la laïcité, sur en fait certaines valeurs que l'on doit enseigner à l'école, peut-être un mot quand même aussi du niveau scolaire dans nos écoles. Alain Bentolila, depuis toutes ces années que vous pouvez observer, écrire justement et conseiller, qu'est-ce que vous constatez en fait aujourd'hui ? Si vous voulez, des recherches très récentes, vraiment récentes, et qui ont été menées dans différents pays, dont le Québec, les États-Unis et la France, montrent que quand vous prenez des enfants qui rentrent au cours préparatoire et que vous faites le compte des mots dont ils disposent, vous vous rendez compte que les plus mal lotis ont grosso modo 450 mots et les mieux lotis ont au-dessus de 2500 mots. Et je veux dire, cette inégalité de vocabulaire, simplement, les empêchera d'apprendre à lire et à écrire de façon simple, claire et efficace. Et d'autre part, elle en fera des citoyens qui seront des citoyens crédules et vulnérables. Donc 6 ans, c'est à partir de 6 ans que certains destins scolaires et citoyens sont quasiment scellés. Et c'est ça qui est terrifiant dans l'école d'aujourd'hui. À partir de 6 ans, ça veut dire que c'est aussi un travail familial, quoi. Ce n'est pas que scolaire. C'est un travail où l'école et la famille doivent se donner la main, c'est évident. Mais même si la famille fait ce qu'elle peut et quelquefois ne peut pas grand-chose, l'école doit se mobiliser. Oui, parce que toutes les familles, c'est sa responsabilité. Toutes les familles, vous en parlez, il y a un écart entre des enfants issus de régions peut-être plus populaires. Mais l'école est là justement pour que cet écart ne soit pas définitif. Alors, ça c'est à partir de 6 ans. Quand vous constatez les choses, vous, au collège, Myriam Meyer, qu'est-ce que vous voyez justement ? Alors vous avez enseigné, vous avez enseigné... Alors, j'enseigne dans un collège parisien à l'heure actuelle, mais j'ai beaucoup enseigné en REP, donc en réseau d'éducation prioritaire. Cela étant dit, le constat que fait M. Bentolila touche aussi bien les classes, entre guillemets, issues de milieux sociaux favorisés, que de milieux plus populaires. Il est clair que nous récupérons au collège des élèves dont une grande majorité ne maîtrise pas les bases de l'orthographe, de la conjugaison, de la syntaxe. Et nous, on nous demande, avec beaucoup moins d'heures disciplinaires qu'il y a 30 ans, de masquer le naufrage avec des rustines. Alors nous faisons ce que nous pouvons vraiment. Je voudrais faire un petit mot pour mes collègues qui se donnent de tout leur cœur. Mais les moyens d'heures manquent. Et surtout, c'est je crois, une sorte de révolution culturelle qu'il faut mener sur les exigences que nous avons pour nos élèves. On n'est pas assez exigeant ? Moi, je crois que les élèves sont capables de tout et surtout du meilleur. Mais que pour ça, il faut qu'ils aient en face d'eux des enseignants qui croient qu'ils en sont capables. Et puis aussi qu'on arrête qu'on cesse de leur mentir. À qui ? Aux élèves. Aux élèves. C'est-à-dire, on leur ment comment alors ? C'est-à-dire que lorsque vous passez systématiquement d'une classe à une autre, lorsque le brevet, honnêtement, n'est plus devenu qu'une formalité, avec des consignes de correction qui sont incroyablement laxistes, le laxisme n'étant pas de la bienveillance. Nous arrivent au lycée des élèves qui pensent vraiment avoir le niveau et qui se heurtent à un mur terrible, qui vont avoir leur bac et qui vont ensuite être envoyés au niveau supérieur sans avoir les compétences, l'esprit critique, le bagage culturel et patrimonial nécessaire pour affronter ça. Les profs, ils ont quand même une indépendance d'esprit. Est-ce que eux-mêmes se disent, Alain Bentolila, c'est ce que vous avez toujours défendu, il faut quand même aussi, il faut aider les élèves, mais il faut aussi leur dire peut-être la vérité quand même, non ? Mais vous avez raison de souligner une complaisance.
le mot le plus utilisé, c'est il ne faut pas les discriminer, il ne faut pas leur faire de peine. Comme si, en les faisant passer, comme vous dites, de classe en classe... Parlez bien dans le micro, monsieur. De façon sans aucune difficulté, on allait les aider. En fait, on ne les aide pas, parce qu'on ne fait que différer le moment où ils se retrouvent... C'est-à-dire qu'on ne veut peut-être pas non plus les décourager, quoi. Donc, non, mais c'est... sauf que c'est... La conscience de l'insuffisance est le meilleur moteur pour avancer. Il faut se dire cela. Ce n'est pas en cachant les choses, ça n'est pas en cachant l'incapacité de parole, en cachant l'incapacité de lire et d'écrire, que vous allez véritablement donner une chance à chacun. Bien entendu, non. Oui, Myriam Meyer. Si je puis me permettre, les professeurs, en effet, sont indépendants d'esprit et un très grand nombre d'eux font de leur mieux, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais à un moment donné, ils se heurtent à un système contre lequel ils ne peuvent rien. Je donne un exemple très rapide. Lorsque nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin pour nous donner des consignes de correction, qui sont quelquefois plus longues que le sujet lui-même d'ailleurs. Et je me souviens, il y a à peu près 4 ans, que les élèves devaient remplacer un groupe nominal par un pronom, le pronom « la », L-A. Les consignes de correction nous disaient que si l'élève l'avait écrit L''A ou L''A accent grave, il fallait quand même lui donner des points, parce qu'il y avait eu l'idée. Eh bien moi, d'expérience, je sais que les élèves, on peut tout leur demander, qu'ils sont aussi intelligents qu'il y a 40 ans, qu'ils en sont capables. Et du reste, en tant que professeur de lettres classiques, quand je leur fais traduire du Cicéron, du Xénophon, ils en sont capables. Et je vous assure que les professeurs vraiment font de leur mieux. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le comparatif, puisque vous êtes passé par 2 établissements complètement différents. Pas que 2. Absolument. Notamment. On sait que dans certains établissements, dans certains quartiers, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut en fait du laxisme. Sinon, non. Au contraire. Au contraire, écoutez, moi, ce que j'ai vécu pendant ces années-là avec ces élèves-là m'a enrichi incroyablement. Ce sont des élèves qui peuvent tout quand on le leur demande. C'est ça. Si je puis me permettre aussi, je crois qu'on n'est pas obligé d'aimer ses élèves pour être un excellent professeur. Moi, je n'ai jamais pu faire 100 et les élèves l'ont rendu au centuple. Quand on leur dit « je crois en vous et c'est parce que je vous aime que je ne vais pas vous lâcher », la confiance, exactement, je vous assure qu'ils suivent. Et que j'ai emmené des élèves en voyage à Rome qui ont découvert la beauté des choses et qui ont complètement adhéré à ce projet d'exigence. Vraiment. Et dans le livre de Monsieur Bentolila, il était écrit qu'aujourd'hui, nous avions une école qui était cruelle et complaisante et qu'il fallait une école exigeante et généreuse. J'adhère totalement à ce projet et je vous assure que les élèves peuvent suivre. Alain Bentolila. Oui, merci de cette citation, parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. L'exigence et ça ne veut pas dire que parce qu'on est exigeant, que pour autant, on n'aime pas. Et on n'a pas envie d'élever ses élèves. L'élévation d'un élève se fait justement parce qu'on sera aussi exigeant avec un élève du 6e arrondissement qu'avec un élève de Créteil en REP. C'est ça, l'école républicaine, elle est là. Oui, mais sauf que, pardon, il y a certains profs qui aussi, on parle de crise d'autorité aussi dans certains établissements, hein, donc exiger de l'exigence lorsque, on sent que le prof a du mal aussi à imposer une autorité. Est-ce que ça vient de là aussi, ou c'est uniquement des problèmes aussi de méthode pédagogique? Mais je pense que le respect qu'un élève portera à son professeur sera justement parce qu'il sentira qu'il compte pour lui et que s'il lui dit de faire quelque chose, ça n'est pas simplement pour imposer son pouvoir, mais parce que il a l'espoir qu'il va devenir qu'il va monter plus haut qu'il ne l'est actuellement. Allez, on poursuit dans un instant et on va revenir avec vous, Myriam Meyer et Alain Bentolila aussi, sur la laïcité et puis sur les questions en fait de mixité. Est-ce que mélanger aussi les élèves, ça marche ou ça ne marche pas? Parce que alors là, il y a beaucoup d'écoles et puis on a voulu favoriser ça ces dernières années, encore aujourd'hui. Il y a des questions quand même à se poser. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0800 26 300 300. Il est 10h moins le quart. 5h-10h, le grand matin Sud Radio. Sud Radio présidentiel 2022.
La vérité en face. C'est la suite de La vérité en face et on s'interroge. L'école de la République n'est-elle plus assez exigeante avec ses élèves? Entre autres questions. On est toujours en compagnie du linguiste Alain Bentolila qui vient de signer pour une école de la résistance chez Odile Jacob et Myriam Meyer, enseignante de lettres classiques dans un collège parisien. Juste une petite question pour vous, le linguiste, vous qui aimez les mots, vous parlez d'école de la résistance. Résistance, c'est un mot qu'on utilise un peu partout, qu'on entend un peu trop. Vous le revendiquez ce mot-là? Alors, école de la résistance, ça veut dire une école qui forme des résistants. C'est-à-dire une école qui forme des résistants intellectuels. Nos enfants ont à affronter un monde difficile, dangereux, menaçant, à travers les réseaux sociaux, à travers les manipulations auxquelles ils auront affaire. Si l'école ne forme pas ses enfants et ses citoyens plus tard à savoir dire non et pourquoi ils refusent quelque chose, à décortiquer les choses, les mots, à renvoyer, le verbe, absolument, la propagande. Absolument. À ce moment-là, cette école ne leur donne aucune chance d'échapper à la soumission. Et donc, la résistance s'oppose à la soumission. À condition de ne pas tomber dans une idéologie. C'est ce qu'on a bien souvent reproché. Contre l'idéologie. Mais on a parlé d'une certaine idéologie dans l'éducation nationale, quoi, Myriam Meyer, pendant des années et des années, non? D'accord, oui. Moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, notre mission doit être de former des esprits critiques. Esprits critiques, résistants. Voilà. Des esprits critiques, c'est-à-dire que le danger, c'est de vouloir transformer les professeurs en formateurs de salariés. Nous avons charge d'esprit. Alors c'est vrai que Cicéron et Jean Anouilh ne vous apprendront jamais à construire un tableau Excel, mais ils vous apprendront à questionner le monde, à questionner les postulats qui s'imposent. Et il est essentiel pour moi aujourd'hui et pour énormément de professeurs de donner ce qu'on appelait autrefois les humanités aux élèves, cette culture commune, cet esprit critique qui leur permettra de ne pas se satisfaire de postulats convenus, de ne pas se satisfaire effectivement des images qui s'imposent à eux à longueur de journée. Je crois que ça, il faut en parler aussi. On a des élèves qui ont remplacé le cogito par le credo, c'est-à-dire qu'il y a cette fascination de l'image qui devient une preuve, qui n'est jamais remise en question. Tout ça, pour moi, devrait nous permettre au quotidien, pendant les années qui nous sont données, d'aider les élèves justement à devenir des esprits libres. Oui, et que les professeurs aussi aient aussi un esprit libre, qu'il n'ait pas de tabou non plus, quoi. Parce que bien souvent, quand j'évoquais l'idéologie tout à l'heure, c'est un peu ça, quoi, aussi, à la Bentolila. Ce qui ne veut pas dire des esprits hostiles bien sûr. À l'éducation. Il faut bien questionner, savoir questionner, c'est aussi savoir respecter ce qu'on nous enseigne, mais en demandant une explication claire et qu'on nous montre la pertinence des choses. Donc, aujourd'hui, quand j'étais justement à Créteil il y a 2 ans, et dans un lycée professionnel, et un prof d'histoire faisait un cours sur la Shoah. Et à la fin du cours, un élève se lève et lui dit, avec beaucoup de gentillesse, vraiment sans aucune hostilité, il lui dit, mais tu y étais pas. Le gamin, il dit ça, et moi non plus. Alors tu crois ce que tu veux et je crois ce que je veux. Et on est là devant cette idée à la fois d'un irrespect absolu, mais plus loin que cet irrespect, le fait de faire en sorte que la croyance l'emporte sur la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant, parce que à partir de ce moment-là, tout peut être remis en cause. Le beau, le vrai. Bien sûr, il n'y a plus aucune valeur fondamentale. Revenons aussi alors aux questions en fait de niveau des élèves, ce qu'on évoquait dans la première partie tout à l'heure, comment améliorer, par quoi est-ce que ça peut passer? Je parlais tout à l'heure de la mixité. Quand je dis la mixité, elle n'est pas sur les origines, mais elle est sociale, par rapport au niveau, bien sûr, les niveaux des élèves, des uns des autres. Aujourd'hui, on ne fait plus de classe de niveau, quoi. Myriam, non, on ne fait plus de classe de niveau. Alors certains parents essayent de tricher. Alors on met son enfant en allemand, on met son enfant exactement, on met son enfant en section européenne, en classe en bilingue, en latin et en grec. Merci pour moi. Voilà. Mais dans la réalité, non, les classes de niveau n'existent pas. Et donc la difficulté pour un professeur, c'est de se trouver face à une classe de 30 élèves, dont souvent la moitié dans certains établissements ont des parties
particularités à prendre en compte, donc dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Je précise qu'on n'est pas formé pour. Moi, je n'ai jamais reçu de formation pour ça. Et pas forcément aussi la maîtrise de la langue. Absolument. Et on nous demande de transmettre à ces élèves des contenus de programmes qui sont très exigeants. En tout cas, honnêtement, en français, en latin et en grec, on a des programmes qui sont passionnants. Donc avec des classes lourdes, des disparités de niveau très grandes, des élèves à besoins spécifiques. Le tout dans un cadre éducatif qui n'est pas toujours posé. Il y a 15 jours, une inspectrice était interrogée par Le Monde dans le cadre donc, du recrutement par le rectorat de Toulouse de 400 remplaçants en speed dating. Et elle disait, à l'heure actuelle, un cours, c'est 40% de discipline, 60% de transmission. Concrètement, ça signifie que vous allez passer quelquefois 50 minutes de cours, sur 50 minutes de cours, mis bout à bout, 30 minutes à faire des rappels à l'ordre. Voilà. Et pourquoi on ne veut plus de classes de niveau dans l'éducation nationale ? Je pense qu'il y a eu cette crainte de discriminer. Cette crainte de frustrer les élèves, de les blesser. Moi, je crois que les élèves sont infiniment capables d'entendre. Bien sûr. Mais bien sûr. Il faut comprendre une chose aussi, c'est que si vous faites des classes de niveau, que vous mettez tous les pauvres avec les pauvres, et tous les nantis avec les nantis, en laissant tomber le vocabulaire désuet, ça signifie que ces classes de niveau, pour les moins dotés par leur famille, seront des sacrifiés absolu. Et donc, il faut toujours un minimum d'hétérogénéité. Oui, mais c'est pas parce que vous êtes dans une famille pauvre que vous n'avez pas des capacités. C'est pas parce que vous êtes dans une famille riche que vous avez des capacités. C'est là, en fait. Et résultat, c'est ce qui se produit en allant... Non, en fait, quand je dis les pauvres, ça veut dire les pauvres au vocabulaire, les pauvres, ceux qui ne savent pas faire une phrase, ceux qui ne savent pas lire un texte. Voilà, si vous les mettez tous ceux-là ensemble, ça signifie qu'ils n'ont aucune chance. Sauf si on met davantage de moyens. Les dédoublements de classe, ça va dans ce sens, quoi, non ? Absolument. Après, il faut quand même parler des classes qui existent. Il y a des classes qui existent tout de même, notamment pour les primo-arrivants. Ceux qui viennent d'arriver en France, les classes de FLE, français langue étrangère. Moi, j'ai vu des enseignants faire des choses fabuleuses, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec 10 élèves de 10 nationalités différentes. Et j'ai notamment une de mes élèves extraordinaires qui arrivait, qui ne parlait pas un mot de français, qui a passé 1 an et demi dans cette classe de FLE, qui est arrivée ensuite dans mon cours de français en 4e. Elle a passé de 7 de moyenne à 16 en français. Un bourreau de travail qui avait été parfaitement pris en charge, aidé. Il n'y avait pas de mépris social derrière. Il y avait une enseignante qui avait tout fait pour lui donner les bases du français, et qui lui a donné les outils pour que l'élève a saisi. Donc ça existe et c'est possible. Parce que vous, dans votre essai, vous le dites, vous critiquez quand même, vous dites qu'il faudrait revoir la formation de certains profs et d'élèves. Et vous dites qu'il y en a certains, ils laissent pas suffisamment la parole aux élèves non plus. Il y a, si vous voulez que les élèves s'améliorent, il faut aussi leur donner et leur dire que leur parole compte. Et leur donner la parole, mais pas une parole encore une fois de complaisance, parole qui leur dit la norme est la norme, et la norme n'est pas faite pour t'embêter, la norme est faite pour que tu te fasses comprendre. Plus tu appliques les règles, mieux tu es compris. Et pour revenir aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le niveau, est-ce qu'il faudrait mettre... il y a des évaluations qui existent normalement. Est-ce que ça permet de monter le niveau progressivement ou pas, ou alors c'est pas bien fait, Alain Bentolila ? À condition que les évaluations soient des diagnostics qui ouvrent à une remédiation ciblée. C'est ça qu'il faut absolument mettre en place. Moi, je propose que très tôt dans l'année, parlez bien près du micro, très tôt dans l'année, nous puissions avoir une évaluation qui permette d'identifier les insuffisances de certains. De quelle nature sont ces insuffisances ? Il faudrait qu'elles soient en février. Vous avez raison de dire février. Moi, j'ai mis mars dans mon livre. Et que là-dessus soit construit pendant les mois qui suivent, jusqu'à la fin de l'année, soit construit une pédagogie de la remédiation qui permette de monter, non pas pour aller dans le mur, mais pour continuer et réussir au-dessus. C'est ça la grande question. Alors, c'est peut-être difficile, parce que ça demande des efforts, des moyens, mais c'est le seul moyen, la seule possibilité de faire en sorte que l'école ne soit pas simplement une machine terrible de reproduction sociale, ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alain Bentolila. Pour une école de la résistance, chez Odile Jacob. Aux éditions Odile Jacob et Myriam Meyer, donc enseignante de lettres classiques en région parisienne. Merci, c'était passionnant. On aurait pu passer évidemment encore beaucoup plus de temps, mais on y reviendra bien sûr, parce que ça fait partie des... Oui, bien. Et pour parler de laïcité, là, on s'est invité, évidemment, c'est
laïcité spirituelle. Oui. Voilà. Dans un instant, c'est Valérie Expert que vous allez retrouver. Reçoit la journaliste Nathalie Saint-Cric pour parler forcément de la grande soirée électorale sur France 2, mais c'est aussi grande soirée électorale sur Sud Radio dimanche soir, on se retrouve 18h minuit, 18h à 20h. On sera sur la participation, ce qui se passe. 20h, je vous donnerai les résultats avec tous nos éditorialistes qui seront là, bien sûr, autour de nous, de Philippe Bilger, Françoise Degois, Éric Revel, André Berkoff, que vous allez retrouver d'ailleurs tout à l'heure de midi à 14h. L'ensemble de nos équipes sont mobilisées, équipes techniques et les reporters, bien sûr, sur le terrain. Allez, bon week-end. Ciao, ciao. Et votez bien. Sud Radio, c'est vous qui ont